Bonsoir et bienvenue à tous. On est très heureux de poursuivre ce cycle de rencontres co-organisées avec la BPI et donc de tester pour la première fois ce format hors les murs. Très heureux aussi et reconnaissant à Citéco d'accueillir cette soirée. Le monde sur un fil, ce sont souvent des rencontres qui portent sur des sujets de relations internationales, mais au sens très large. Mais c'est vrai aussi que la rencontre de ce soir avait un thème qui se prêtait très bien au fait de se tenir ici, puisqu'on s'interroge sur la fin du libre-échange. Et elle s'y prêtait bien aussi, je crois, pour ce que je comprends de la démarche de Citéco, qui est de rendre l'économie accessible à un plus grand public. Donc, je me reconnais tout à fait, moi, dans le grand public qui a besoin d'être un peu pris par la main dès qu'il s'agit de questions d'économie internationale, de commerce international. Mais nous avons la grande chance aujourd'hui de pouvoir le faire avec deux économistes qui, je crois, sont également engagés dans une démarche d'ouverture, dans le sens où ils ont tous les deux un regard très interdisciplinaire. Donc, ce sont bien des économistes, l'un et l'autre, mais qui travaillent au croisement de plusieurs disciplines, et notamment croisement avec la science politique, la géopolitique, l'histoire, la géographie, et même dans un regard porté sur le péril environnemental et les enjeux écologiques aujourd'hui, de chercher comment sciences humaines et sciences de la nature pourraient en venir à avoir un dialogue plus fécond. Donc, pour vous les présenter plus en détail tout de suite, Sylvie Matelli, vous êtes experte des questions de géopolitique et d'économie, donc on est à ce croisement. Vous êtes aujourd'hui directrice de l'Institut Jacques Delors, donc un think tank qui se consacre aux questions européennes et au développement de la construction européenne. Après avoir été directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, où vous étiez entrée comme chercheuse au croisement des questions d'économie et de défense, d'économie internationale et de défense. Alors, vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages de référence en économie. L'Europe peut-elle faire face à la mondialisation? Nous voici déjà dans un avant-goût de notre sujet de ce soir. Et puis, géopolitique de l'économie. Donc, le premier est La découverte en 2015, le deuxième aux éditions Erol en 2021. Et puis, il y en a un troisième, mais je ne donne pas toutes les références. En revanche, je donne la référence de ce dossier spécial de la revue internationale et stratégique dossier que vous avez coordonné donc à la fin de l'année 2023 avec Mehdi Abbas, qui s'intitulait Démondialisation, nouvelle forme de globalisation, nouvelles insécurités, dans lequel c'est tout un dossier en fait qui porte vraiment sur notre sujet de ce soir. Avons-nous basculé dans une nouvelle ère du commerce international, de l'économie internationale? Et dans ce dossier, vous signez vous-même un article intitulé Le retour de la rareté. Et de rareté, il en sera question aussi, je pense, dans les propos d'Arnaud Aurin. Vous êtes économiste et historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et on vous doit plusieurs ouvrages d'histoire économique, de politique, d'économie politique et d'histoire économique, et donc notamment La politique du merveilleux, une autre histoire du système de l'eau, qui était paru chez Fayard en 2018. Les savoirs perdus de l'économie, contribution à l'équilibre du vivant, chez Gallimard en 2023, et dont vous étiez venu parler à la revue Esprit. Et puis, ce livre sur lequel on appuiera aussi largement notre débat ce soir, Le monde confisqué, essai sur le capitalisme de la finitude, 16e, 21e siècle, qui est paru chez Flammarion au tout début de l'année, donc qui vient de paraître chez Flammarion et dont je recommande à tous la lecture absolument passionnante. Alors, on a eu la chance de vous publier aussi dans la revue Esprit pour un échange avec Jacques Mistral, Réencastrer la science économique. Et puis,
En 2019, vous nous aviez donné un article, donc pré-Covid, intitulé «La vraie nature du mercantilisme contemporain», où quelque chose me dit que vous étiez déjà, travaillé par les idées, et les thèses, que vous avez, développées, pour cet ouvrage, Le monde confisqué. Alors, je vais vous poser quelques questions pour un échange entre vous qui va durer, voilà, une petite heure, on va dire. Et ensuite, bien sûr, il y aura un temps, pour les questions de la salle, que j'imagine nombreuses. Alors, je voudrais commencer, puisqu'on a parlé d'histoire, puisqu'il y a des dates, sur les titres de vos ouvrages, peut-être par vous poser des questions, justement de périodisation pour essayer de comprendre un petit peu, dans quel moment nous sommes, le comprendre un petit peu mieux. Je pense que quand on s'interroge sur la fin du libre-échange, tout le monde a bien sûr à l'esprit les guerres commerciales, de Donald Trump. Il n'est question un peu que de ça, depuis des semaines maintenant, et en réalité, même depuis le premier mandat de Donald Trump, on associe à Donald Trump cette notion de guerre commerciale. Mais en réalité, cette prise de conscience que quelque chose a changé dans la mondialisation, que quelque chose a basculé, qu'on vit un bouleversement qui fait que cette mondialisation n'est plus tout à fait la même. Elle ne date pas de Donald Trump, et vous faites des constats, dans le livre, dans ce numéro de revue qui se recoupent, largement. En fait, il y a une prise de conscience. Donc, sur la 4e de couverture, d'Arnaud Aurin, on peut lire, «L'utopie néolibérale d'une croissance globale et continue des richesses est désormais derrière nous». Donc le constat est fait. Plus personne ne croit à la mondialisation, heureuse, si on veut l'appeler comme ça, à l'expansion, à l'ouverture, où on n'y croit plus de la même façon. Et de la même manière, dans ce dossier, Sylvie Matelli, avec votre co-auteur, vous commencez bien par dire, si on associait la phase précédente de la mondialisation aux 3 I, en fait, intégration, mondiale, des investissements, des innovations, et enfin voilà, des échanges commerciaux. Heu, on n'est plus tout à fait dans ce moment d'accélération, et d'ouverture des échanges, sans qu'on puisse dire nécessairement qu'on est dans un moment de déglobalisation. Donc vous dites bien, il s'agit plutôt de changement dans la globalisation que de déglobalisation. Mais ma question, à l'un et à l'autre, pour démarrer, ce serait un peu, mais alors, depuis quand? Si c'est pas, depuis Donald Trump, depuis quand? Et avec son corollaire, et pourquoi? Et donc en fait, peut-être à quels, événements est-ce qu'on peut associer cette prise de conscience, en tout cas, du fait que la mondialisation a un peu changé de paramètres, de coordonnées? Et à quel phénomène structurant est-ce qu'il faut, attribuer, voilà, s'il y a des phénomènes de long cours, on a basculé. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, donc je ne sais pas qui veut commencer, quels sont les moments, quels sont les phénomènes structurants qu'il faut avoir à l'esprit? Merci, merci beaucoup pour l'invitation et puis ravie d'échanger avec Arnaud parce que effectivement on s'est croisés à travers nos écrits et on a eu des intuitions assez similaires. Alors j'ai pas eu le courage d'en faire un énorme ouvrage plein de références, mais un jour c'est promis. Alors déjà la question quand les choses changent-elles? Je vais donner une réponse très rapide et puis peut-être une réponse un peu plus longue parce qu'il n'y a pas de réponse fermée définitive. Moi, je pense, et c'est ce qu'on disait dans ce dossier, que la rupture, c'est 2008 et c'est la crise. Et c'est amusant parce que quand j'ai vu la question, ça m'a fait penser à un cours que j'avais monté à l'époque où j'enseignais encore peu après la crise de 2008 qui s'appelait Repenser l'économie. Et avec cette intuition que j'avais eue à ce moment-là que 2008, ça changeait quand même énormément de choses parce que 2008, c'était causé certes par les subprimes, mais aussi par les déséquilibres causés entre la Chine et les États-Unis et la Chine, pays du Sud, qui normalement aurait dû s'endetter auprès du reste du monde pour se développer et qui en fait prêtait massivement de l'argent aux États-Unis, ce qui avait entraîné cette crise. Et je m'étais dit, là, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui est pas logique en fait avec les théories, avec ce
qu'on a appris à l'école, etc., etc. Et je me souviens que j'avais un chapitre sur la financiarisation, un chapitre sur le changement climatique, et je passais pour l'écolo ou la rêveuse de service qui voyait des choses que personne ne voyait. Et puis je croise régulièrement des étudiants qui me disent ah ouais, mais c'était bien vu quand même, hein, parce que bon, voilà. Donc plutôt 2008. Il n'empêche que dans ce cours aussi où j'abordais cette question de la mondialisation, je m'étais faite questionner par certains de mes étudiants, et ça m'arrivait régulièrement, qui disaient non mais c'est dingue parce que vous dites que la mondialisation ça commence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais nous on a un prof, il nous a expliqué que c'était la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Tout ça pour dire que on peut mettre le curseur où on veut, et j'aurais pu aussi, en réfléchissant à la réponse que j'allais donner à votre question, je me disais mais il y a aussi un moment qui est clé, c'est quand même 2001, parce que 2001, l'entrée de la Chine à l'OMC, tout s'accélère en fait. Cette énormissime économie qui a une volonté, une ambition de développement extraordinaire, et un potentiel de développement extraordinaire, parce que 1 milliard de salariés, enfin pas de salariés potentiels, mais une force de travail énorme, et qui va devenir l'atelier du monde. Je pense que c'est un moment qui commence à tout déstabiliser. On n'a pas vu venir, on avait vu venir dans les années 70 les nouveaux pays industrialisés. On avait vu venir cette émergence de certains pays, mais des pays qui se développaient et qui ne prétendaient que développer leur économie, qui n'avaient aucune velléité de puissance, là où la Chine va se révéler très rapidement dans une approche complètement différente, et elle va ramener, me semble-t-il, cette logique de puissance là où, dans les années 90, on a voulu croire qu'on était dans une sorte de fin de l'histoire où seule l'économie, les intérêts économiques comptaient, accumuler, produire en fait. Et là aussi, ça me renvoie à un bouquin que j'avais utilisé pour préparer ce cours sur la mondialisation en 2008 de Michel-Henri Boucher, où il expliquait quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Il expliquait qu'on était passé dans les années 90 d'un monde de stock à un monde de flux. Et j'ai repensé à ça en lisant Le Monde confisqué, c'est-à-dire à une époque, on était riche parce qu'on avait de la main-d'œuvre, parce qu'on avait des matières premières, parce qu'on avait de la terre. Et dans les années 90, on est devenu riche parce qu'on maîtrisait les flux commerciaux, les flux de données, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que l'entrée de la Chine à l'OMC va permettre de vivre cette utopie-là, avec une rareté qui semble avoir disparu. Tout est abondant, on peut tout s'offrir. Et je ne sais pas si vous voyagez, mais moi, à l'âge que j'ai, ça fait quelques années que je voyage, surtout que j'ai toujours été passionnée. Je partais même avec mon sac à dos quand j'étais plus jeune. Quand vous avez voyagé ces 30 dernières années, vous voyez ce monde de l'abondance, en fait, y compris dans les favelas au Brésil. Vous voyez les gens qui ont des machines à laver, qui ont des télévisions, enfin, la pauvreté d'il y a 30 ans a quand même pas mal évolué. Mais encore une fois, c'était peut-être une illusion, et c'est le drame d'aujourd'hui, c'est que face à la rupture de cette illusion, on entre dans un monde où les rapports de force, où les rapports de puissance, où la dimension politique et géopolitique essayent de capturer la rareté, parce que quand tout est abondant, finalement, on ne se dispute pas, et tout est acquis. Je finirai par une dernière anecdote, puisque j'en suis quasiment à vous raconter ma vie, mais une conférence au tout début des années 2000, organisée à l'IRIS sur la politique énergétique de la Chine. C'était une collègue qui avait organisé ça, spécialiste de la Chine. Moi, j'ai juste assisté parce que ça m'intéressait, et où on avait le directeur à l'époque de l'Agence internationale de l'énergie qui nous avait expliqué, mais il n'y a pas de problème avec la croissance de la Chine. L'énergie, le pétrole, ça s'échange sur les marchés. Donc, s'il y a une rareté, le prix montera, et il y aura toujours du pétrole. Et quand je repense à cette réflexion avec 20 ans de recul, je me dis ô combien nous étions dans cette utopie, en fait, et cette volonté de croire qu'il n'y aurait plus de rareté, que l'homme avait dépassé tout ça, que c'était la fin de l'histoire en réalité. Voilà. Alors Arnaud, est-ce que vous seriez d'accord et sur ces deux dates, si on raisonne en termes de dates, d'événements, et sur les phénomènes qu'elle signale? Oui, merci Anne-Lorraine, merci à la revue Esprit, à la BPI et à Citéco. Je vais reprendre le terme que vous avez utilisé, Sylvie, qui est celui d'utopie. Et c'est vraiment là-dessus que je fonde en fait cette analyse de deux formes de capitalisme depuis le XVIe, XVIIe siècle en fait. Deux grandes formes de capitalisme. D'un côté, une utopie, une espérance, celle du capitalisme libéral.
ce qu'on retrouve au 19e siècle et qu'on retrouve après 1945 et qui trouve son acmé dans les années 1990, qu'a très bien décrit Sylvie. C'est-à-dire l'idée selon laquelle l'économie est un jeu à somme non nulle, qu'au niveau individuel, au niveau des firmes et au niveau des États, tout le monde peut s'enrichir, tout le monde peut croître, l'abondance est possible pour tout le monde si chacun respecte un principe clair, le principe concurrentiel. Cette utopie, on la trouve incarnée d'abord à partir de 1815, 1820 et jusqu'à la fin du 19e siècle. Cette utopie, c'est celle d'un monde dans lequel on a une liberté des mers qui est assurée par une puissance hégémonique sur les mers. Au 19e siècle, la Grande-Bretagne, bien sûr. C'est l'horizon d'un début de libéralisation des colonies avec leurs métropoles, colonies qui peuvent commercer avec d'autres qu'avec leurs métropoles, et pas seulement dans un exclusif colonial comme on le connaissait auparavant. C'est un monde où on pense que l'enrichissement est possible pour le plus grand nombre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un économiste que j'aime beaucoup, qui est très méconnu, qui s'appelle Gustav Schmoller, qui est un économiste de l'école historique allemande de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et ce qu'il dit sur l'utopie de capitalisme libéral, eh bien, on pourrait l'appliquer aux années 1990. C'est-à-dire, il nous dit, en 1860-1870, tous les économistes pensaient que nous allions aller vers un monde de libre-échange généralisé et d'abondance généralisée. Et il écrit ça en 1900. Et il nous dit, ce n'est pas ce qui s'est produit. En fait, on s'est heurté à quelque chose que nous, on appellerait la rareté. On s'est heurté à quoi ? On s'est heurté à l'émergence de nouvelles puissances industrielles. En particulier, l'émergence de l'Allemagne, de l'Empire allemand, qui va devenir le cauchemar de l'Angleterre dans les années 1890-1900. Qui est le rival systémique qui emporte des marchés, qui emporte des colonies et qui emporte également des routes maritimes et qui devient une puissance navale beaucoup trop importante pour la Grande-Bretagne. Et donc on a l'émergence de rivaux systémiques à la fin du 19e siècle, l'émergence d'un monde de rareté, puisque effectivement on a des projections démographiques effrayantes, et la volonté de maintenir un niveau de vie ou d'accroître un niveau de vie occidental qui conduit à des politiques impérialistes, qui conduit à l'idée selon laquelle il faut aller s'accaparer des terres outre-mer. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, il se passe un peu la même chose à la fin du XXe siècle. C'est-à-dire qu'un siècle plus tard, en fait, on retrouve la même espérance libérale qui commence, alors effectivement, la mondialisation, je pense qu'elle commence moi aussi plutôt en 1945. Avant, on a des mondialisations, mais qui ne sont pas du tout des mondialisations libérales, enfin, un petit peu à la fin du 19e siècle, mais pas de la même façon. Et effectivement, on retrouve le même phénomène. Et c'est ce qu'a décrit Sylvie, c'est-à-dire, qu'est-ce que produit la mondialisation libérale ? Elle produit un rival systémique, la Chine. Et là, il y a de nouveau le même problème qui se pose aux gagnants d'hier. C'est-à-dire que les gagnants d'hier, la Grande-Bretagne, au 19e siècle, qui se dit, mais attendez, si j'ai des rivaux systémiques qui arrivent, il ne va pas y avoir assez de marché pour moi et mes producteurs. Et il se passe la même chose avec l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, où on va avoir des marchés qui sont inondés de produits chinois. Et donc, c'est le début de la fin de la mondialisation heureuse et de la fameuse terre plate du journaliste Thomas Friedman. C'est-à-dire, c'est un monde dans lequel on avait une complémentarité entre une puissance hégémonique sur les mers et une puissance hégémonique militaire, les États-Unis d'Amérique, qui était complémentaire avec un empire manufacturier, la Chine. Ce monde-là, il a vu l'émergence d'un nouveau rival géopolitique et systémique qui est meilleur, en fait, qui devient meilleur sur tous les produits. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis. Alors, c'est d'abord les États-Unis et des pays comme la France qui en ont fait l'expérience douloureuse au début des années 2000 parce qu'on faisait plutôt du bas de gamme et du moyen de gamme. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne
qui en fait l'expérience de ce rival systémique. Puisque la Chine, elle est tellement montée en gamme qu'elle est capable de faire à peu près tout ce que fait l'Allemagne, tout ce qui a fait la puissance de l'Allemagne, les machines-outils, la chimie, les véhicules et les véhicules électriques, etc., etc. Et donc, elle fait tout, et tout à moins cher. Et on re-rentre dans cette logique du rival systémique, c'est-à-dire, finalement, on est dans un monde où les règles de la mondialisation libérale ne servent plus les gagnants d'hier, l'Allemagne en particulier, mais aussi les États-Unis, hein, qui veulent donc remettre en cause les règles du jeu. Et donc, remettre en cause les règles du jeu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire refuser la théorie des avantages comparatifs de Ricardo, hein, en se disant, est-ce qu'on va se spécialiser dans les productions dans lesquelles on est relativement les plus performants? En fait, non, parce que sinon, on va voir disparaître des pans entiers de notre industrie. Et ça, c'est pas possible. Hein. Et ça, c'est pas possible pour des raisons politiques. Et puis également pour des raisons géopolitiques. On veut faire du découplage avec la Chine parce qu'on pense que trop de chaînes de valeur sont dépendantes d'un rival systémique et que c'est pas possible en cas de conflit, soit de basse intensité, soit de haute intensité. Il faut pouvoir relocaliser chez soi. Il faut pouvoir relocaliser chez des amis, le fameux friendshoring dont parlait Janet Yellen dans l'administration Biden. Donc, pour reprendre votre question, Anne-Lorraine, autour de quand est-ce que ça bascule, hein, quand est-ce qu'on bascule dans un monde où la mondialisation, elle se grippe, où le capitalisme libéral et néolibéral, il commence à se gripper et finalement à basculer dans autre chose, eh bien effectivement, je pense que c'est autour de 2008-2010. Hein. C'est-à-dire un moment où on se rend compte qu'il n'y a plus complémentarité entre la Chine et les États-Unis, et un moment où on se rend compte qu'on bute sur les limites écologiques de la planète. Un moment où on se rend compte que si on veut maintenir un niveau de vie occidental et même le diffuser dans un grand nombre de pays que vous évoquiez, Sylvie, il y a un problème en fait. Il y a un problème, et ces problèmes, ça s'appelle les ressources. Et que finalement, si on laisse au marché libre la répartition des ressources à l'intérieur d'un modèle libéral, multilatéral de l'Organisation mondiale du commerce, eh bien, en fait, les différents rivaux systémiques se disent que ce n'est pas un bon modèle. Parce que ce modèle-là, ils pensent qu'il va profiter au rival. Et donc, il faut changer de modèle et s'accaparer les ressources et les marchés sur des bases beaucoup plus coercitives que le libéralisme économique, beaucoup plus coercitives que le multilatéralisme, beaucoup plus coercitives qu'un modèle avec des règles, un modèle OMC centré, comme on l'appelait autrefois. Hein. Et donc, effectivement, à partir de 2008-2010, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bascule dans un monde qui n'est certainement pas une déglobalisation, on n'en est pas encore là. On n'en est pas au découplage total, certainement pas. On n'en est pas encore à la baisse des échanges mondiaux, mais on est dans un monde qui n'est plus celui de la mondialisation néolibérale. Oui, oui. Et alors, vous parlez accaparement, coercition. Donc, on voit bien aussi comment c'est tout le vocabulaire, toute la grammaire de la mondialisation qui bascule et donc de tous les grands événements aussi des répliques. Et donc, pour prolonger un petit peu ma première question, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre quel rôle joue dans tout cela et peut-être juste pour refaire prendre conscience ou faire prendre mieux conscience, et peut-être qu'on n'en est pas encore au bout de ce processus, mais quel rôle pour la pandémie d'abord, et puis la guerre en Ukraine ensuite, et peut-être Sylvie Matelli, comme vous avez cet intérêt particulier pour les questions européennes, vous interrogez où est-ce que l'Europe se situe aussi dans cette marche de l'histoire, puisqu'on a pu avoir le sentiment que sur les bienfaits qui pouvaient venir pour les individus, les États, les entreprises, des principes de la concurrence libre et non faussée, de l'ouverture des marchés, du fait de respecter les règles du jeu, que en fait l'Europe était restée comme avec un temps de retard, enfin que cette croyance ou cette espérance libérale dont vous parlez, Arnaud, elle a eu la peau un peu dure en Europe.
Oui, tout à fait. Je vais peut-être repartir de ce que disait Arnaud tout à l'heure et pour rappeler qu'en 2008, ce qui se passe aussi, c'est la Chine qui se réveille quelque part sur la réalité de ce monde et qui se rend compte que la complémentarité qu'elle peut avoir avec les États-Unis en étant, ou avec le monde occidental, mais les États-Unis étaient son premier marché, en étant l'atelier du monde, est aussi une fragilité. Donc la logique de découplage, elle est d'abord née dans l'esprit des Chinois, même s'ils ne l'ont pas exprimé comme ça. Et qu'est-ce qu'on voit après 2008? On voit une Chine qui investit dans la montée en gamme avec la volonté de développer, ce qu'elle a totalement loupé en fait, hein, mais il y avait cette volonté-là de développer la consommation intérieure. Rappelez-vous, j'ai pas regardé les chiffres, mais 2008, au moment de la faillite de Lehman Brothers, en quelques mois, la Chine augmente massivement les salaires. En Chine, je crois que c'est de 25%, hein, il me semble que c'était ces chiffres. Donc, augmente massivement les salaires, investit massivement dans les nouvelles technologies. C'est à ce moment-là qu'on voit apparaître aussi les très, très grandes entreprises chinoises qui vont devenir quand vous regardez les classements, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé de faire la liste des entreprises parce que ça permet de voir le monde, hein, et qui sont les 10 premières entreprises dans le monde. Bah, c'est à ce moment-là que vous voyez arriver des Chinois, en fait, dans les 10 premiers. Ça n'existait pas avant. Vous voyez arriver des Chinois et des valeurs du numérique, alors qu'il n'y avait que des constructeurs automobiles et des pétroliers, en réalité. Donc, ça en dit long. C'est ce moment-là que la Chine va chercher des marchés aussi dans les pays du Sud et que les favelas brésiliennes dont je vous parlais tout à l'heure commencent à se développer. Enfin, la consommation courante commence à se développer dans des quartiers pauvres, dans des pays moins avancés et moins riches que nos pays occidentaux. Donc ça, c'est très, très intéressant. Ça va être les routes de la soie en 2012, etc. Et c'est là que les États-Unis, dans un premier temps préoccupés par le règlement de la crise, mais qui va être assez vite réglé, hein, aux États-Unis. Dès l'automne 2009, ils ont quasiment récupéré le niveau de PIB qu'ils avaient avant la faillite de Lehman Brothers. Donc la récupération se fait très très rapidement, mais quand ils se réveillent, ils se rendent compte de ce changement de paradigme avec l'arrivée de la Chine et ils commencent à s'inquiéter. Et c'est là qu'Obama développe son pilier asiatique pour contrer le développement de la Chine, tout simplement parce que la montée en gamme de l'économie chinoise, c'est la capacité des Chinois à produire des armements qui peuvent être dangereux face à des armements américains. Et donc, c'est le risque existentiel qui est la prise de conscience de ce risque existentiel. Donc ça, c'est le premier élément. Face à ça, l'Europe, en fait, c'est l'archétype de cette utopie capitaliste en réalité. C'est pas libéral, oui, de cette utopie libérale, tout à fait. C'est pas le capitalisme étant plutôt du côté des États-Unis, le capitalisme financiarisé, on est d'accord. Et c'est pas je serais tentée de dire, c'est pas des mauvais gars. Moi, je trouve que c'est génial l'intégration européenne. C'est quand même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose qu'il faut creuser dans la capacité du vivre ensemble. Et c'est peut-être ce vivre ensemble via cette utopie libérale dont on a eu du mal à faire le deuil, parce que l'autre facette décrite par Arnaud, à la fin, c'est quand même la compétition et la guerre. Donc on ne peut pas, moi j'entends souvent hein, quand on parle d'Europe, alors de moins en moins ces temps-ci, mais quand on parle d'Europe et quand on sait que je travaille à l'Institut Jacques Delors, en France, l'Europe, c'est les ultralibéraux, oui, c'est le marché, il n'y a que le marché, etc., etc. Alors je me permets de rappeler que Jacques Delors a longtemps expliqué qu'on ne tombe pas amoureux de marché et qu'il fallait construire et capitaliser aussi sur la dimension sociale. Mais je ferme la parenthèse. Mais on ne peut pas en vouloir à l'Europe d'avoir voulu y croire et peut-être espérons qu'elle va y croire encore, parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est quand même un projet utopiste, c'est quand même un projet avant-gardiste en réalité. Il n'empêche que quand vous êtes un bisounours dans un monde ou un herbivore dans un monde de carnivores, il y a un moment donné, le risque c'est que vous disparaissiez, donc il faut se doper un peu et devenir un peu plus carnivore. Mais c'est pas évident. Nous, on travaille beaucoup à l'Institut sur les enjeux de sécurité économique. Et c'est vrai que moi, ça m'interpelle toujours. J'en parle avec mes collègues qui sont spécialisés sur ces sujets. La sécurité économique, c'est quand même du mercantilisme, c'est quand même une forme de protectionnisme aussi. Et comment vous assurez la
cohérence de ces enjeux de sécurité économique avec le fait que l'Europe reste une grande puissance commerciale et qu'elle a quand même tout intérêt à ce que le monde où les règles sont respectées perdure. J'étais l'an passé à une conférence en Suisse. On est perçu en Europe comme des Américains aussi parce qu'on est des protectionnistes, on se replie sur nous, on se protège, etc., etc. Mais encore une fois, on ne peut pas rester le dernier herbivore dans ce monde de carnivores. Donc, il faut bien s'équiper face à cette compétition. Il y a peut-être une troisième voie. Certains ont essayé de la trouver. Moi, à ce stade, je ne la vois pas face à la rareté des ressources. Et dans cette période, en plus, dans cette période de transition où pour passer de ce monde d'avant, le monde carboné, à un monde décarboné, on a besoin de ressources naturelles et on en a tous besoin en même temps puisqu'on veut faire tous cette transition en même temps. Donc forcément, la compétition, elle va être féroce et ceux qui ne parviendront pas à se défendre dans cette compétition, ben, ils déclineront. Donc voilà, je ne suis pas sûre de répondre complètement à la question parce que c'est compliqué, hein, cette réponse à la question. Mais encore une fois, on part de cette Europe qui est la parfaite illustration de cette utopie libérale à une Europe qui se trouve aujourd'hui en porte-à-faux dans ce nouveau monde, en fait. Oui, alors on pourra reparler de l'Europe tout à l'heure peut-être, mais ce qu'on voit déjà en vous entendant, c'est on comprend bien à quoi on a dit au revoir en fait. Donc cette espérance, cette utopie, mais aussi les idées de circulation, d'échange accru, d'ouverture, de règles du jeu. Donc il y a un certain nombre de valeurs, de notions qui dominaient avant, qui ne semblent plus aussi opératoires, mais on a envie de vous demander donc sur la période qui s'est déjà ouverte, la période qui est devant nous, donc cette mondialisation, parce qu'on est bien encore dans la mondialisation, même s'il y a un risque de fragmentation dont vous parlez beaucoup dans ce dossier, on est bien dans la mondialisation, mais c'est un autre système mondial, c'est un autre système international, pas sûr qu'il arrive à faire système d'ailleurs. Et donc par quoi se caractérise-t-il? Donc là, encore une fois, ma question est très, très vaste, mais si on repense, par exemple, au commerce mondial, peut-être, pour ancrer un peu cette question. Donc, vous avez déjà parlé de la rareté. Donc, il y a une question de rareté des ressources. Il y a une question de rivalité systémique. Mais il y a d'autres caractéristiques de cette nouvelle phase de la mondialisation. Et dans votre livre, Arnaud Aurin, vous montrez comment certaines sont pleines d'échos de choses qu'on a vues dans le passé. Et donc là, tout à l'heure, Sylvie, vous nous avez dit on est passé d'un monde de stock à un monde de flux. Donc il y a l'idée qu'on est revenu aussi un peu à un monde de stock ou en tout cas un monde d'entrepôt. Vous avez des pages très parlantes sur la prolifération des entrepôts à travers le monde. Mais le sentiment aussi que dans vos deux descriptions de ce qui structure cette nouvelle phase de la mondialisation, on retrouve ce brouillage entre l'économique et le politique, à tel point qu'ils deviennent très difficiles à distinguer. Donc, vous, Arnaud Aurin, vous parlez d'entreprises souveraines, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une entreprise souveraine? Dans un autre article, Sylvie Matelli, vous recommandiez aux entreprises de se doter d'une politique étrangère. Donc, on voit bien là, entre État, entreprise, individu, pour reprendre cette triade que vous avez mentionnée tout à l'heure, que les lignes se brouillent. Ça rappelle aussi d'autres époques de l'histoire, Arnaud Aurin? Oui, j'ai essayé dans ce livre de décrire trois grandes caractéristiques du capitalisme de la finitude, que j'oppose donc à ce capitalisme libéral qu'on a déjà connu dans l'histoire. Et effectivement, ces trois caractéristiques, elles reflètent ce brouillage des lignes entre économie et politique. La première grande caractéristique, c'est la question de l'ouverture ou de la fermeture des océans, en fait. La mer est vraiment
une dimension très, très importante de ce livre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, 80 à 90% de nos échanges passent par les mers et que la question de la régulation des flux et des stocks sur les océans est devenue une question cruciale et a toujours en fait été une question cruciale depuis le XVIIe siècle et les aventures des compagnies des Indes en Asie et bien sûr de la traite esclavagiste et des plantations de la Caraïbe. Donc la première question qui mixe en fait économie et politique, c'est la question du commerce maritime. Le commerce maritime, il peut se passer sur des bases non militarisées si vous avez une puissance hégémonique sur les mers qui dit le droit. Cette puissance hégémonique, ce que j'appelle un hégémon naval, eh bien, il a été assuré en grande partie par la Grande-Bretagne au XIXe siècle, puis par les États-Unis d'Amérique en 1945. À partir de ce moment-là, si vous êtes un État quelconque qui fait de l'industrie, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une marine de guerre et vous avez encore moins besoin de militariser votre marine marchande. À partir du moment où vous n'avez pas d'hégémon naval, 16e, 18e siècle, ou s'il est contesté, 1890, 1945, et puis de plus en plus depuis une dizaine d'années, contesté par des proto-États comme les Houthis. Donc là, ce proto-État est à l'ordre du jour, puisque vous le savez, The Atlantic a reçu des plans d'attaque qu'il n'aurait jamais dû recevoir de la part de l'armée américaine. Donc, à partir du moment où vous avez des proto-États qui s'enhardissent et qui sont en mesure de réellement couper une route maritime majeure du commerce international, la mer Rouge, et donc qui entraîne les marines marchandes à devoir contourner l'Afrique, quand vous avez une marine marchande chinoise qui est incomparablement plus puissante que la marine marchande américaine, quand vous avez une marine de guerre chinoise, et là, on retrouve toute la théorie de l'amiral Alfred Thayer Mahan, le grand théoricien de la guerre navale américain de la fin du 19e siècle, qui nous explique que quand vous devenez une puissance manufacturière, vous allez devoir devenir une puissance en termes de marine marchande, et ensuite, vous allez coupler pour protéger cette marine marchande avec l'émergence d'une marine de guerre. Et la Chine est devenue, en nombre d'unités, la première marine de guerre au monde. Alors, pas en termes de puissance de feu, mais en termes d'unités, elle est devant la marine américaine. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas avoir deux hégémons navals en même temps sur le globe. Ce n'est pas possible. Détruire la marine chinoise pour la marine américaine, c'est devenu trop coûteux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça nous ramène à M. Saadé de la CMA-CGM dans le bureau ovale il y a quelques jours. Qu'est-ce que fait l'administration Trump? L'administration Trump a un grand plan maritime. L'idée, c'est que, à force de mettre des droits de douane et des taxes sur les navires qui... Alors, il y a un plan, en fait, à force de mettre des droits de douane. Pour l'instant, on ne sait pas très bien ce que ça va donner. Mais il y a un plan maritime très clair qui est celui de refaire des États-Unis d'Amérique une puissance maritime. C'est-à-dire une puissance qui est capable de produire une marine marchande de très grande envergure, qui est capable d'avoir ses propres navires marchands et qui est capable de remonter en puissance sur ses forces navales, sur ses forces de guerre. D'où l'idée de vouloir taxer tous les navires construits en Chine et encore plus ceux sous pavillon chinois qui accosteraient dans les ports américains. D'où donc des tentatives d'alliance avec les trois grandes compagnies maritimes occidentales. Maersk, le danois, MSC, l'italo-suisse, et la CMA-CGM français. Et du coup, on voit bien l'idée de ces menaces a conduit M. Saadé à venir dans le bureau aval et à dire non, tout doux. Voilà, on est avec vous, on va faire passer des navires sous pavillon américain, on va probablement faire passer des commandes à des chantiers navals américains, on va investir dans des entrepôts chez vous, et finalement, on va contribuer en fait à ce que vous redeveniez une puissance maritime. Donc on voit bien, Canal de Panama, c'est la même chose. L'idée selon laquelle un fonds d'investissement, BlackRock, allié avec MSC, en fait, l'italo-suisse, avec des co-entreprises, ont racheté à Hutchinson le
géant de Hong Kong, les terminaux portuaires sur le canal du Panama. Il y a toute une stratégie autour de, et qui mêle, c'était votre question Anne-Lorraine, hein, et qui mêle politique et économie dans un mélange des genres qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein, qui est vraiment l'idée selon laquelle eh bien, il faut il faut rebrouiller les lignes entre économie, politique et géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui est redevenu un monde belliqueux, prédateur, et dans lequel il n'est pas possible en fait de laisser à la Chine, un rival systémique, sa capacité navale et maritime à lui seul. Et ça, dans une vision à 30 ans, eh bien, pour les États-Unis d'Amérique, c'est un très gros problème. Vous avez beaucoup d'officiers de la US Navy qui vous expliquent en fait qu'en cas de conflit majeur avec la Chine, les États-Unis auront un très gros problème naval. Parce qu'ils n'ont pas les ressources en termes de marine marchande pour ravitailler, pour transporter des troupes, et que si un conflit devenait chaud, ou tiède ou chaud, eh bien, il faudrait impérativement qu'une marine marchande, je vais dire occidentale, épaule la marine américaine, ou qu'on remilitarise la marine marchande. Hein. Il y a pas mal de projets aujourd'hui sur la conteneurisation des missiles. Hein. Donc, la Chine sait le faire, les États-Unis savent le faire, les Israéliens savent le faire, les gardiens de la révolution iraniens savent le faire. Hein. Vous pouvez donc transporter des missiles embarqués sur des porte-containers. Hein. Le container s'ouvre et puis vous avez des missiles moyenne portée. Donc, l'idée, c'est de faire quoi ? De refaire des Indiamen, ces navires des compagnies des Indes du XVIIe, XVIIIe siècle, qui étaient des navires à la fois marchands et à la fois combattants. Hein. Et il y a des officiers occidentaux qui sont tout à fait prêt en fait à remilitariser la marine marchande. Pourquoi ? Parce que le commerce sur les océans, il devient de plus en plus dangereux. La marine nationale française, aujourd'hui, il y avait un sommet en janvier dernier, elle s'inquiète beaucoup de la comment dit-on, le fait que ces bâtiments sont beaucoup trop sollicités pour faire du convoyage, pour protéger les marines marchandes, en fait. Pour protéger les marines marchandes dans pas mal d'endroits du globe, et finalement, elles ne peuvent plus faire ces missions de surveillance traditionnelles parce que ces bâtiments sont sursollicités. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Donc, du coup, on voit bien cette logique de protection de la marine marchande, cette logique de possible, disons, militarisation de la marine marchande, qui est à un horizon qui n'est plus de la science-fiction, en fait, hein, un horizon qui, finalement, nous fait réfléchir non plus, là encore, en commerce multilatéral, mais en ce que j'appelle en silos impériaux. C'est-à-dire, et ça c'est un peu la deuxième caractéristique de ce capitalisme de la finitude, je vais aller un peu plus vite, cette idée selon laquelle en fait on va commercer d'abord avec ses amis, ses vassaux ou ses colonies. Et ça c'est ce qu'on voit très clairement 16e, 18e siècle, 1880-1945, les métropoles commercent d'abord avec leurs amis, leurs vassaux et leurs colonies. Et ça c'est quelque chose, c'est une tentation, de nouveau depuis une dizaine d'années. C'était Janet Yellen de l'administration Biden, voilà, qui voulait faire du friendshoring. On relocalisait chez les amis, on commerçait avec ses amis, qui voulait faire du découplage. C'est évidemment toutes les velléités autour d'une vassalisation, hein, vassalisation de l'Ukraine potentielle, vassalisation d'un certain nombre de pays européens, vassalisation du Groenland. La tentation, on la voit renaître en fait, de recréer des silos impériaux. Et donc, peut-être, puisqu'une partie du mouvement trumpiste ne veut plus payer pour la sécurité mondiale, hein, peut-être que finalement, les États-Unis vont, et c'était les discours récents de J.D. Vance, hein, puisqu'il n'est plus question de payer pour la sécurité mondiale, eh bien peut-être que les États-Unis d'Amérique vont vouloir se recentrer sur leur silo impérial. Et en fait, protéger leurs débouchés, leurs ressources, leur marché, et plus avoir cette flotte prépositionnée partout sur le globe qui leur coûte une fortune, et plus avoir des bases prépositionnées partout. Peut-être qu'ils vont revenir à une forme de silo impérial, comme la France et la Grande-Bretagne dans les années 30, par exemple. Hein. Donc,
Ça, c'est possible. Et dernière caractéristique du capitalisme de la finitude, qui est toujours en lien avec politique, économie, c'est l'impérialisme territorial et souverain. Effectivement, avec des firmes qui ne sont plus seulement des firmes marchandes, mais qui sont ce qu'on appelle en histoire économique des compagnies État. Le paradigme de la compagnie État, ce sont les compagnies des Indes des 17e, 18e siècle. C'est-à-dire des firmes qui sont à la fois marchandes, elles achètent et vendent des choses, un peu, plus ou moins, parce qu'elles esclavagisent pas mal de gens. Hein. On a raconté beaucoup d'histoires très héroïques des compagnies des Indes, hein, mais en fait, on sait aujourd'hui, par exemple, la compagnie des Indes néerlandaise, hein, la VOC, elle avait des dizaines de milliers d'esclaves, hein, chose qui a été beaucoup passée sous silence pendant des siècles, hein, quasiment. Donc, ces compagnies, elles achetaient un peu de choses, elles vendaient un peu de choses, mais elles avaient aussi des pouvoirs régaliens. Elles pouvaient signer des traités de paix et de guerre avec des puissances autochtones. Elles avaient leurs propres armées, elles avaient leur propre justice. Et aujourd'hui, et on retrouve ce phénomène à la fin du 19e siècle dans les nouveaux procédés de colonisation, qui ne sont pas du tout nouveaux, en fait, les procédés de colonisation utilisés par l'Angleterre et l'Allemagne, en particulier en Afrique subsaharienne et dans le Pacifique. Et aujourd'hui, on a des compagnies comme celle de M. Musk qui sont aussi marchandes et souveraines, qui ont des pouvoirs presque régaliens, en fait, avec leurs câbles sous-marins, leurs satellites, leur espace public, avec X, où on peut déstabiliser des gouvernements. Hein. Donc, on a des firmes qui ne sont plus des multinationales, en fait. On a des firmes qui sont redevenues des compagnies États. Et donc, là encore, et ça rejoint votre question, Anne-Lorraine, hein, on est dans un brouillage des lignes entre politique et économie. C'est-à-dire dans un monde de fragmentation de la souveraineté, où la souveraineté, elle est de plus en plus partagée entre des États, nations, souveraineté normalement légitime, et des compagnies États, qui font à la fois du business et à la fois de la politique à un niveau quasiment de chef d'État. Musk est reçu comme un chef d'État. Le Danemark a un ambassadeur auprès des géants de la tech en Californie. Et Mark Zuckerberg, le patron de Meta, il déclarait il y a quelques années que Facebook ressemble beaucoup plus à un gouvernement qu'à une entreprise. Hein. Ces gens-là se pensent en fait comme des chefs d'État. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, là, on n'est plus dans une simple question économique. On est dans une question où ces acteurs se pensent comme des acteurs souverains. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous êtes d'accord dans les grandes lignes avec cette description du capitalisme contemporain, Sylvie Matelli? Et peut-être question un petit codicile. Et qu'est-ce qu'on fait du droit dans tout ça? Enfin, du droit, des institutions multilatérales. Ouais. Est-ce qu'il a disparu? Ouais. Alors, je suis peut-être un petit peu plus idéaliste et je vais le faire en deux temps et je reviendrai sur Donald Trump et là, plus réaliste probablement. Un petit peu plus idéaliste parce que vous avez parlé de la politique étrangère de l'entreprise. Moi, j'avais construit cette idée, c'est une idée que j'ai exprimée dans une conférence complètement par hasard et puis il y avait des représentants c'était une conférence sur la RSE et la responsabilité de l'entreprise et c'était de dire au fond, face aux risques géopolitiques aujourd'hui, le meilleur moyen, c'est de l'anticiper. Et pour l'anticiper, ce risque géopolitique, c'est de se construire. C'était un peu avant la guerre en Ukraine. C'est de se construire une politique étrangère qui nous met des lignes rouges très claires sur quelle situation géopolitique, quel risque géopolitique est-on prêt à accepter quand on investit dans un pays, à quel moment et quel plan de désengagement on prévoit pour ce. Donc, c'était vraiment dans cette logique de responsabilité de l'entreprise parce qu'il y a 5-10 ans, les entreprises, pour certaines, elles étaient devenues plus responsables, ou en tout cas, elles avaient compris que la démarche RSE pouvait leur permettre d'appréhender un petit peu mieux les risques. Ça paraît complètement hors sol aujourd'hui, même si je pense qu'il y a des entreprises qui sont encore dans cette dynamique et qui essayent encore de se débattre dans ce monde compliqué et de construire quelque chose de plus cohérent pour gérer leurs risques.
Vous aviez cette idée aussi que l'entreprise peut façonner son environnement. Et en plus, tout à fait. C'est-à-dire, j'étais complètement dans cette idée-là, effectivement, et là, je rejoins Arnaud, c'est que les entreprises sont aujourd'hui plus que des multinationales, qu'elles ont aussi un rôle politique. Et donc, si elles ont un rôle politique, elles doivent avoir une responsabilité politique. Et c'est dans ce cadre de responsabilité que j'appelais la responsabilité géopolitique qu'elles doivent construire une véritable politique étrangère qui affiche en toute transparence ce qu'est leur responsabilité géopolitique dans un souci encore une fois, de visibilité, de transparence et d'anticipation. Le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est si vous avez bien écouté ce que vous a dit Arnaud à l'instant, on entend beaucoup dans les médias aujourd'hui que Donald Trump est complètement fou, que de toute façon, il va se casser la figure, etc. J'ai étonné quelqu'un la semaine passée parce qu'on m'a interviewé sur son mercantilisme et à la fin on me dit alors, quand est-ce que ça s'effondre? Et j'ai répondu, je ne sais pas si ça va s'effondrer. Si j'applique tout ce que j'ai appris à l'école quand j'ai appris l'économie, oui, dans 2 ans peut-être, les Américains l'auront payé trop cher, ne le supporteront plus et ça va s'effondrer. Sauf que l'approche participe d'une certaine logique, certes une logique réactionnaire, mais il y a un constat qui est fait, c'est le constat de la rivalité systémique avec la Chine et l'idée qui est pas complètement, qui moi me paraît, il y a d'autres moyens d'affronter cette chose-là, mais l'idée c'est que l'utopie libérale portée par les États-Unis au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on oublie, l'équipe de Trump on oublie complètement tout ce que ça a apporté à cette économie. Moi, j'avais écrit un papier il y a quelques années où je montrais que la croissance chinoise, le pays qui a le plus profité de la croissance économique chinoise, c'est les États-Unis, d'abord et avant tout. Hein. Et leur déficit commercial, c'est plutôt un atout. C'est ce qui leur permet d'assurer des taux de croissance aussi élevés. Il n'empêche que dans la tête de Donald Trump, qui est obsédé par le déficit commercial, il a l'impression qu'il se fait arnaquer. Si vous me permettez l'expression, il se fait arnaquer par les Européens parce qu'ils payent leur défense, alors que avoir protégé l'Europe pendant toutes ces années, ça a aussi rapporté aux États-Unis. Donc il y a cette analyse qui peut se défendre, qui n'est pas totalement aberrante et qui amène à en tirer les conséquences. Quand on vous dit que Donald Trump a poser ses cartes sur table avec Poutine et que ça ne se fait pas dans une négociation, moi je pense que l'arrière-pensée de Donald Trump par rapport à l'Ukraine, c'est de se dire on a livré beaucoup trop d'armements, nos stocks sont au plus bas et donc on est en vulnérabilité par rapport à la Chine. Si demain la Chine attaque nos intérêts ou même veut nous attaquer ou veut attaquer un de nos territoires, eh bien, nous ne sommes plus en capacité de nous défendre parce que nous avons choisi d'aller défendre l'Ukraine et donc la sécurité des Européens. C'est ça l'analyse, en fait. Et ça n'a rien d'aberrant du point de vue de Donald Trump. On peut se dire que moi j'arrive pas à savoir si il va se planter ou pas, mais dans le monde tel qu'il est de rivalité et de prédation dans lequel on est, qui est en partie le fait des États-Unis d'ailleurs, il est possible que l'analyse en tout cas l'analyse se défend. L'analyse se défend, je la partage pas, hein, mais encore une fois, c'est pas complètement aberrant et c'est ça qui fait très très peur. C'est ça qui fait très très peur parce que quelque part on se dit mais si effectivement ça peut fonctionner, ça va fonctionner au détriment d'un certain nombre, dont les Européens d'ailleurs. Oui, je complète effectivement, et je vais dans le sens de Sylvie. C'est-à-dire que ça peut se planter et renaître. Parce qu'en fait, celui auquel il faut vraiment s'intéresser, je crois, c'est J.D. Vance. J.D. Vance, dans ses discours, il expose cette stratégie de long terme, en fait. Le dernier qu'il a fait il y a quelques jours, 3 ou 4 jours, vous le trouverez sur le site du Grand Continent, traduit en français, où il explique en fait cette stratégie de long terme, qui est une stratégie qui n'est pas complètement de rupture avec ce qu'avait fait l'administration Biden, mais par d'autres moyens. Il s'agit en fait d'aller vers une autarcie, ou du moins une autonomie beaucoup plus grande pour l'économie américaine. Il s'agit, dans ces termes, de limiter l'immigration pour avoir moins d'emplois à bas coût, mais plus d'emplois
de travailleurs avec des qualifications. Son idée, c'est de relocaliser avec des droits de douane, alors que l'administration Biden voulait relocaliser plutôt avec des subventions, mais la logique n'est pas très différente en fait. Et du coup, peut-être que les stratégies un peu désordonnées de Donald Trump vont conduire à une petite récession et qu'il va perdre les midterms, etc., etc. Mais en fait, il y a quand même une logique derrière. Et c'est là que je rejoins Sylvie. Il y a quand même une logique qui est une logique de tentative autarcique, deux tentatives prédatrices et de reconstitution d'une logique de la frontière, en fait, hein, de ce front pionnier américain qui est repoussé vers le Groenland, qui est de probablement tenter de repousser la frontière de 1908 avec le Canada. Hein. Pourquoi ? Probablement pour des ressources hydriques, là. De repousser la frontière vers Mars. Hein. Donc, il y a une logique, en fait, il y a cette logique impériale qui est derrière, et peut-être qu'à court terme, elle connaîtra des échecs, mais je ne crois pas qu'elle disparaisse de sitôt. Logique impériale qui est aussi, enfin vous le dites très bien dans ce livre, une logique de la prédation, une logique de la rente, donc en fait des notions comme le profit, le commerce. Enfin, il n'y a pas si longtemps, on disait ah mais tout ça c'est juste pour le commerce, mais en fait aujourd'hui on en viendrait peut-être à regretter un temps où on pouvait vraiment parler du commerce qui était juste marchand, parce que là plus rien n'est vraiment strictement marchand. Alors j'avance vers la conclusion provisoire de notre entretien avant de pouvoir passer la parole à la salle pour vous demander, alors, et l'Europe. Alors, pour le coup, revenons à l'Europe, et qui plus est, à une Europe en guerre, où déjà l'Ukraine est en guerre contre la Russie qui l'a agressée. Donc il est beaucoup question en ce moment de la nécessité de se réarmer. Donc ma question, encore une fois, est assez large. C'est l'Europe est un géant commercial. Donc comment est-ce qu'elle peut utiliser quand même cette force? Comment est-ce que ce géant commercial qu'est l'Union européenne peut se situer aujourd'hui par rapport à ces deux autres géants, les États-Unis et la Chine? Quelles cartes est-ce qu'elle a dans son jeu, si on veut ne pas reprendre l'idée de Trump que Zelensky n'avait aucune carte? Donc, quelles cartes avons-nous dans notre jeu, et peut-être quelles seraient les erreurs à ne pas commettre? Donc, la question de la guerre vient encore compliquer les choses. En même temps, vous avez parlé l'un et l'autre de mercantilisme. C'est vrai qu'on a cette représentation que les périodes de mercantilisme ont conduit à la guerre. Alors, c'est pas forcément inévitable. Vous parlez aussi, Arnaud Aurin, d'une zone grise, ni paix ni guerre, où un certain nombre de relations internationales sont arsenalisées sans qu'on puisse parler de conflits ouverts. Alors, Sylvie Matelli, je vous laisse démarrer sur cette question et l'Europe dans tout ça. Alors, l'Europe, elle a à la fois beaucoup d'atouts et d'énormes faiblesses en réalité. Le réarmer l'Europe, je trouve que c'est un concept excellent. C'est un concept excellent parce que l'Europe doit se réarmer. Mais se réarmer, ça ne veut pas juste dire accumuler des armements. Ça veut dire se réarmer pour peser face à ce nouveau monde. Et ça veut dire, c'est pas l'opposition entre les canons ou le beurre ou les canons, en fait. Ça doit être tout à la fois. C'est pas le social contre le militaire. La sécurité, elle doit être pensée de manière totalement holistique en réalité. Et donc, on doit imaginer ce réarmement en investissant massivement dans notre système éducatif, dans nos systèmes de santé, en même temps qu'on reconstruit un système militaire et on peut faire ça. Une base industrielle. On a les moyens. Alors, l'atout qu'on a pour le faire, déjà, on a les moyens, on est parmi les pays les plus riches de la planète, donc les moyens, on peut se les donner. Regardez ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a encore fin décembre, dans le programme de Merkel, il y avait le maintien du verrou budgétaire, etc., etc. Arrive Donald Trump au pouvoir et tout d'un coup, par un claquement de doigts, un monsieur dont on aurait pu penser mais il est tombé sur la tête, il a pris trop d'assurance parce qu'il a gagné les élections. Il nous annonce un plan d'investissement de 500 milliards, sauf que 10 jours plus tard, il est voté le plan.
Vous voyez, donc qu'on n'aille pas nous raconter qu'on n'a pas les moyens. On a une banque centrale commune qui peut émettre des billets, qui peut soutenir les dettes des États ou une dette commune européenne autant qu'elle veut sans que ça n'ait de grandes conséquences. On pourrait être de ce point de vue les États-Unis. Alors après, il faut en assumer les conséquences sur la monnaie, mais dans la guerre des monnaies qui est en train de s'engager, dont on n'a pas vraiment parlé, je pense que l'Europe, parce qu'elle a fait l'euro, a de sacrés atouts. Là, le handicap, par contre, de l'Europe, c'est son utopie libérale dont je parlais tout à l'heure, et c'est ce refus qu'on a parfois de vouloir voir ce monde. Alors, je crois qu'on s'est un petit peu réveillé depuis le discours de J.D. Vance à la conférence de Munich. Moi, je le sens autour de moi, mais encore une fois, on s'est un petit peu réveillé. On a encore envie d'y croire en réalité parce qu'on porte ça dans notre ADN, cette utopie. Donc ça, il va falloir se réveiller encore plus vite. Je pense que les pays d'Europe centrale et orientale qui ont connu le joug soviétique sont peut-être plus alertes que nous sur ce réveil. L'autre handicap de l'Europe, c'est que ce sont 27 États avec des intérêts communs, certes, mais aussi des intérêts différents et une histoire différente et une histoire de rivalité aussi qui est pas loin, qui revient assez facilement dès que les difficultés s'approchent. Rappelez-vous, au moment où on parlait tout à l'heure de la pandémie, au moment du Covid, la première réaction, ça a été de montrer du doigt ses voisins avant de véritablement comprendre que c'est par une solidarité commune et une dette commune qu'on allait s'en sortir. Mais voilà, il y a cette tentation de la division qui est toujours très présente. Quand je vous dis des différences au-delà de nos intérêts, on parlait tout à l'heure du maritime, il faut aussi se réarmer sur cette dimension-là, sauf que la façade maritime ne concerne que quelques pays européens. Il y en a un certain nombre qui n'ont pas véritablement de lien à un océan ou à une mer et qui ne sont pas du tout dans ce registre-là. Donc, quand il va falloir faire des choix, des arbitrages et réarmer, ne serait-ce que cet aspect-là pour n'en citer qu'un, ça va être compliqué. Ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir faire comprendre ça à tout le monde. Alors, c'est vrai que je trouve que les lignes bougent très vite. Espérons qu'elles bougeront suffisamment vite pour que on arrive à se positionner et à défendre nos intérêts correctement. Et en même temps, j'espère aussi qu'on saura sauver certains aspects, parce qu'encore une fois, le monde de Trump ou le monde de Poutine ne sont pas forcément les mondes qui nous font rêver. C'est bien ça. Alors nous, à la revue Esprit, l'année dernière, un peu avant les élections européennes, on avait préparé un dossier thématique intitulé Le projet européen à l'épreuve. C'est-à-dire que la question, c'est est-ce qu'on peut avoir un projet européen réarmé pour faire face à des politiques qui sont aussi de nouvelles politiques impériales? C'est ce que vous nous dites, Arnaud Aurin. Est-ce qu'on peut être réarmé? Est-ce qu'on peut faire le poids sans, nous aussi, céder à la tentation d'avoir des politiques impériales? Enfin, est-ce qu'il faut trahir le projet européen pour défendre l'Europe entre deux géants qui sont réembarqués dans des logiques impériales ou coloniales? Alors, je sais que je vous pose une question très difficile, mais comment est-ce qu'on fait? Il y a deux enjeux, en fait. Il y a l'enjeu sur le logiciel néolibéral de l'Union européenne, qui s'est construite sur ce logiciel, mais ça, Sylvie en a déjà parlé. Les élites européennes, elles ont presque toujours vécu dans un monde pensé comme néolibéral. Donc, Margaret Vestager, par exemple, la commissaire à la concurrence, elle incarnait cette Europe néolibérale. Il fallait lutter contre les monopoles, il fallait lutter contre les abus de position dominante, il fallait lutter contre les cartels, il fallait contrôler les fusions-acquisitions, etc., etc., et ne pas créer de monopole, ne pas créer de gros oligopoles, etc., etc. Donc, et puis le frein à la dette, la lutte contre l'inflation, etc., etc. Donc, très longtemps, elle a vécu sur ce logiciel-là, et la très grande majorité des élites européennes pensent encore le monde à travers ce logiciel. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les élites européennes vont être en mesure d'abandonner ou pas ce logiciel? Bon, ça, c'est une première question. Bon, vaste, mais enfin, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Deuxième point qui m'importe le plus, sans doute, c'est la question écologique, en fait, et la question de la transition écologique ou de la décarbonation des économies. En fait, la rareté, c'est d'abord et avant tout une construction sociale. C'est-à-dire,
n'y a pas vraiment de rareté absolue. Ça dépend de ce que l'on souhaite comme niveau de vie, en fait. Hein. C'est-à-dire que si tout le monde veut vivre comme des Occidentaux, bah, on peut se dire qu'on va avoir un problème de ressources. Mais on peut se dire qu'on peut vivre différemment également. Hein. Et que dans ce cas-là, eh bien, la rareté, elle va devenir beaucoup plus faible, en fait. Hein. On va penser le monde différemment. Donc, le lien qui est important ici, c'est entre comment est-ce qu'on peut faire face à des rivaux systémiques et des empires fossiles, comme la Russie par exemple, ou des empires mi-fossiles, mi-décarbonés, comme les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, puisqu'il s'agit de drill, baby, drill. Donc, il s'agit de forêt, mais quand même, il y a quand même beaucoup d'énergie renouvelable aussi aux États-Unis. C'était le plan Biden. Hein. Donc, comment faire en fait pour faire face à des rivaux systémiques, empire fossile, empire mi-fossile, mi-renouvelable, tout en devenant pas des impérialistes qui vont vouloir accéder à des ressources. Bah, c'est difficile, c'est très difficile, parce que pour faire de la décarbonation, et il faut très certainement faire de la décarbonation, hein, eh ben, il faut des ressources. Il faut des ressources minérales. Et ça, si les rivaux accèdent à ces ressources sur des bases non libérales, et c'est ce qui se produit. Hein. Les entreprises publiques chinoises en République démocratique du Congo, autour des minerais, dans la question des terres rares, dont la Chine n'autorise pas l'exportation. Les terres rares, elles ne sont pas si rares en fait sur la planète, mais le problème c'est le traitement. Hein. Le traitement de ces terres rares, ça demande beaucoup de produits chimiques, ça demande de l'eau, c'est très polluant, c'est très compliqué, et ça, il n'y a quasiment que la Chine qui le fait. Donc, faire de la décarbonation, c'est important, mais c'est probablement ce qui peut conduire à des politiques impériales. Donc, on peut se dire qu'il faudrait d'abord et avant tout réfléchir à comment consommer moins d'énergie. Consommer moins d'énergie parce que ce serait probablement le meilleur moyen de se passer du concours de nos rivaux systémiques tout en n'aggravant pas la situation climatique ou en essayant tentant de la résoudre un peu. Mais ça, effectivement, on est sur une ligne de crête là. On est sur une ligne de crête parce qu'il y a un problème sécuritaire. C'est ce que vous disiez, Sylvie et Anne-Lorraine. Hein. Il y a un problème sécuritaire, effectivement, militaire en fait. Et il y a un problème global qui est celui du réchauffement climatique et de la sixième extinction de masse des espèces. Faire face à ces deux problèmes en même temps, en fait, hein, sans mener des politiques impériales de prédation hors marché, militarisées, pour accéder avant les autres aux ressources, c'est compliqué. Et je n'ai pas la solution, là encore. Voilà, et on a tous vu passer ce moment fugitif où on a pensé, après justement l'invasion de l'Ukraine, qu'il y avait que des bonnes raisons de faire des économies d'énergie, à la fois parce qu'on voulait s'affranchir du gaz russe et que, il fallait réussir cette transition écologique. Mais on a tous vu aussi que ça n'a pas, mené immédiatement à un regain d'enthousiasme pour toutes les politiques environnementales. Alors un grand merci à tous les 2 pour ce premier échange et qui nous donne déjà, un aperçu des idées très riches que vous développez et dans ce livre, Le Monde confisqué, et dans vos articles, Sylvie, et notamment ce dossier de la revue internationale et stratégique. Donc, je renvoie nos auditeurs à cette lecture pour en savoir plus, ce que votre échange aura certainement stimulé, l'envie d'en savoir plus. Mais j'imagine que nous avons des questions dans la salle. On a une vingtaine de minutes. Voilà. Alors, peut-être qu'on va prendre déjà 2 ou 3 questions ensemble pour être sûr qu'on ne frustre pas trop nos auditeurs. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question pour Arnaud Aurin. En fait, vous multipliez les comparaisons en fait, avec l'histoire longue, que ce soit 18e, 19e, oui, fin du 19e. Et cependant,
parfois on multiplie aussi les comparaisons avec la période des années 30, pour le coup, que vous ne faites pas. Et en fait, c'est vrai que quand on vous écoute, on a plus l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle phase du capitalisme, où on aurait un peu des cycles de capitalisme où on a une conflictualité géopolitique très forte, avec des phases plus où il y a un hégémone qui est bien identifié, etc. Mais en fait, après, la période aussi de 29-45 est aussi le théâtre quand même d'une confrontation de plus en plus forte entre les États européens et les États-Unis, qui n'arrivent pas à trouver suffisamment de place pour les deux. On a des analystes qui voient l'Allemagne nazie comme la tentative de constituer un cartel gigantesque, mais qui ne parvient pas à proposer autre chose, un modèle suffisamment convaincant à d'autres puissances. Ce que parviendront à faire les États-Unis avec le modèle fordiste, etc. Donc finalement, je voulais savoir d'où procède le fait que vous vous écartez finalement des comparaisons avec cette période. Ah, d'accord. Il y en a aussi dans le livre. Mais... Est-ce que c'est pas... Autant je suis d'accord, c'est difficile de tirer un trait tout de suite sur l'expérience Trump, etc. Cependant, il y a quand même des motifs de crise qui peuvent être très très forts. Donc, je ne sais pas si la comparaison est plus pertinente pour début. Je vais vous répondre. Voilà. Et on prend 2 autres questions aussi pour pouvoir... voilà. Comment vais-je faire ? Je m'arrête à 3. Merci pour c'était extrêmement intéressant. Moi, j'avais juste 2 questions. On n'a pas parlé de décroissance. À un moment donné, on disait que c'était la solution, puis finalement, c'était comme une punition, la décroissance. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et est-ce que donc c'est vraiment la fin du libre-échange ? Est-ce qu'on va juste échanger entre Européens ? Enfin, voilà, vraiment juste cette question simple, mais où est-ce qu'on en est ? Mais vous faites bien de nous rappeler la question de départ. Okay, c'est important. Je vous laisse réfléchir. Je passe le micro à une 3e personne. Donc, les années 30, la décroissance, la fin du libre-échange et... Super. Oui, merci. Je rajoute mes remerciements. C'était très intéressant comme échange. La question que j'allais poser originalement, mais vous l'avez un peu coupée avant qu'elle ait clos, c'est qu'est-ce que ça veut dire de se réarmer tout en consommant moins d'énergie ? Vous avez mentionné que vous n'aviez pas la réponse, mais j'ai l'impression que sans piste, en fait, on continue à faire la même chose qui est vivre dans un libéralisme utopique. Donc, en fait, quand il faut faire quelque chose et qu'on n'a pas de réponse exacte, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que continent européen ? Et une autre question que je me posais, c'est est-ce que vous avez déjà vu, est-ce que vous avez des exemples historiques, vous en avez mentionné plusieurs, d'un monde en guerre ? Est-ce que c'est un monde qui produit moins ? Donc en termes d'extraction de matières premières, en plus d'échanger moins potentiellement. Merci. Vous voulez recommencer ? Donc, dans quel ordre voulez-vous prendre les questions ? Oui, assez rapidement sur les années 30. Effectivement, mes périodes de capitalisme de la finitude, c'est 16e, 18e, 1880, 1945 et 2010 à nos jours. Et donc, ce que je considère, c'est que les années 30, en fait, sont l'acmé de la 2e phase de capitalisme de la finitude. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez cité tout à fait à raison l'Allemagne nazie. L'Allemagne nazie, c'est le paroxysme du capitalisme de la finitude, en fait. Et la théorie du Lebensraum, l'espace vital à l'Est, en fait, c'est une continuité de la politique du 2e Reich allemand, c'est-à-dire cette politique coloniale que le Reich allemand va mener à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En fait, les nazis vont le transformer et le projeter vers l'Europe de l'Est, et non plus vers l'outre-mer. Et du coup, en fait, ce monde des années 30, il est presque un paradigme du capitalisme de la finitude. Les grandes puissances impériales se replient sur leurs colonies. On commerce de plus en plus avec son empire et de moins en moins de manière multilatérale. L'Allemagne nazie va se lancer dans cette effroyable tentative de création d'un espace vital avec des meurtres de masse
dans l'Est de l'Europe. Et on a des États-Unis qui, effectivement, cherchent leur place là-dedans hein, et qui veulent vraisemblablement déjà leur expansion dans le Pacifique. Hein. Et, bon, Hawaï, c'était 30 ans avant, mais on sent hein, que cette expansion dans le Pacifique, c'est l'étape nécessaire. Donc, les années 30, pour moi, c'est presque un paradigme, en fait. Hein. C'est presque un paradigme pour penser le capitalisme de la finitude. La question derrière, la décroissance. Alors, effectivement, j'en parle très peu dans ma conclusion, mais un tout petit peu quand même. Il est assez vraisemblable qu'il va falloir qu'il y ait des secteurs qui décroient. Il va très certainement falloir que certaines productions et consommations diminuent. Hein. Que certaines productions et consommations diminuent, et en particulier les consommations énergétiques. Si on veut pouvoir faire face à un monde dans lequel eh bien, il y a un réchauffement climatique qui ne dépasse pas un certain nombre de degrés, c'est-à-dire pour que la vie reste possible sur la planète, la décarbonation, je ne crois pas que ça suffira. Il va falloir consommer moins d'énergie. Et ça implique un changement de nos modes de vie. Et ça implique vraisemblablement un changement de l'organisation spatiale de nos territoires. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des véhicules individuels électriques pour tout le monde? Ça, c'est une question qu'il faudrait se poser avant de savoir si on doit passer au tout électrique. Il faudrait d'abord se poser la question de savoir si faire 4 milliards de véhicules électriques, ça a du sens, en fait. Je ne pense pas. Je pense pas que 4 milliards de véhicules électriques, ça ait du sens. Bon. Donc, ça implique quoi? Ça implique de regarder la carte du ferroviaire en France en 1930, hein, qui était beaucoup plus dense qu'aujourd'hui. Ça implique de réfléchir à qu'est-ce qu'on fabrique comme type de véhicule, pour qui, pourquoi. Est-ce que la question des villes, hein, est-ce qu'on peut continuer avec des villes de plusieurs millions d'habitants, ou est-ce qu'il faut réfléchir à une organisation de l'espace qui est différente, alors sur des bases évidemment démocratiques hein, et décentralisées, avec des gens qui réfléchiraient eux-mêmes à la façon dont ils voudraient vivre et sur quel territoire, en fait. Hein. Donc ça, c'est une question. Après, sur la décroissance absolue, en tant qu'économiste, il faudrait remettre la main dans les travaux de Nicolas Georgescu-Roegen hein, sur les lois de la thermodynamique et notamment la seconde loi, hein, la loi de l'entropie. Et là, je suis moins à l'aise, effectivement, pour vraiment vous dire si il faut une décroissance absolue de la production et de la consommation. Ça, on entre là dans des processus techniques et physiques, en fait, assez complexes. La deuxième question sur le libre-échange, mais là, je vais laisser la parole à Sylvie. Pour l'instant, on n'est pas dans un monde où les échanges diminuent. Hein. On parle souvent de slowbalization, c'est ça hein. En fait, la globalisation, elle ralentit, hein, mais elle ne décroît pas vraiment pour le moment. Et c'est possible qu'elle ne connaisse pas une véritable décroissance, mais par contre, que les échanges se fassent sur la base de silos impériaux, de plus en plus, et de moins en moins sur des bases multilatérales, ça c'est très probable. Avec ce risque de régionalisation, fragmentation, ouais. Et peut-être fragmentation. Tout à fait. Je vous laisse répondre à cette question et aussi donc à comment tout ça croise la question de la guerre, la production, la consommation en temps de guerre. Oui, effectivement, la mondialisation, en fait, pendant plusieurs décennies, on a vu une augmentation plus rapide des échanges que de la richesse produite dans le monde. Donc, on avait une mondialisation, c'est-à-dire le commerce se développait, on commerçait de plus en plus. Et c'est vrai que depuis la crise de 2008 à peu près, on a, alors ça dépend des années, mais on a en moyenne un commerce qui continue à croître au même niveau que le PIB, c'est-à-dire l'intensité du commerce
a cessé, mais malgré tout, le commerce continue à croître. C'est quand on a 3% de croissance au niveau mondial, on a aussi 3% de croissance du commerce. Donc, on est encore dans une mondialisation et dans une croissance du commerce, mais cette fois-ci, pas plus que la production et un niveau de production. Quand on pose la question du libre-échange, la fin du libre-échange, moi, je serais tentée de dire il n'y aura jamais de fin puisqu'il n'y a jamais eu de libre-échange. En réalité, à chaque fois qu'on a essayé d'imposer le libre-échange, vous avez toujours eu des passagers clandestins. La Chine en est l'exemple type, qui rentre à l'OMC avec un certain nombre de dérogations qu'elle doit lever au fil du temps et qu'elle n'a jamais levé. Elle subventionne massivement ces entreprises et pour autant, donc elle est dans une logique de concurrence déloyale sur les marchés mondiaux et pour autant, elle est sur les marchés mondiaux et face à cette concurrence déloyale, on a continué à opposer, nous, la politique de Madame Vestager, la politique de concurrence en Europe, en fait, et européenne. Donc, ça, c'est peut-être ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça n'est pas la fin du libre-échange parce qu'on n'a jamais vraiment connu le libre-échange et qu'il y a toujours eu des enjeux de pouvoir ou en tout cas de contourner les règles d'un libre-échange et qui fait que le libre-échange a jamais été pur et parfait ou la concurrence n'a jamais été pure et parfait. Se réarmer en consommant moins d'énergie, puisque c'était la question, mais je comprends pas forcément le sens ou en produisant moins. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on entre dans des économies de guerre? Je pense que c'est. Oui. Alors moi j'aime pas le concept d'économie de guerre parce que l'économie de guerre c'est ce que font les Russes, mais je peux vous dire que le jour où la guerre va s'arrêter en Russie, espérons que leur copain américain va vraiment être là pour soutenir cette économie, parce que l'économie de guerre, c'est ce qui vous ruine. C'est ce qui a signé la fin de la domination et de l'hégémon britannique, d'ailleurs, après la Seconde Guerre mondiale, de manière assez injuste, puisque c'est quand même les Britanniques qui ont tenu le cap et qui ont défendu nos démocraties. Et donc, on a profité ensuite de nos démocraties et cette économie était totalement ruinée par cet effort de guerre. Donc, se réarmer, c'est pas entrer en économie de guerre, attention, et c'est le piège. C'est entrer en économie de guerre, ça voudrait dire détourner tous les moyens de production à des fins de guerre et pour produire des armements. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est exactement ce qu'il faut éviter. C'est exactement ce qu'il faut éviter parce que vous aurez des armes, mais vous n'aurez pas le reste. Et puis à un moment donné, vous n'aurez plus les armes d'ailleurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Un monde en guerre, pour répondre à la dernière question qui nous a été posée, n'est pas du tout un monde qui consomme moins. C'est un monde qui consomme moins des produits de consommation courante. Donc, il y a moins de voitures qui sont produites parce qu'on produit des chars à la place. Il y a moins de produits du quotidien qui sont produits parce qu'on produit des fusils, on produit des munitions, etc. etc. Ça, c'est l'économie de guerre, en fait. Ça, c'est l'économie de guerre. Alors, est-ce qu'il faut passer en économie de guerre pour assurer la transition énergétique et lutter contre le réchauffement climatique? C'est une idée qui me vient tout au fur et à mesure que je vous parle. Il faudrait y réfléchir un petit peu, mais je ne pense pas. Mais encore une fois, imaginez que la guerre nous permet de moins consommer, c'est pas vrai. Non seulement on consomme plus et plus d'énergie, mais en plus on détruit plus. Ce qui voudra dire qu'après, il faudra reconstruire et consommer encore plus. Je voulais peut-être réagir à la logique de décroissance aussi. La question, ce qu'a dit Arnaud est tout à fait juste et je partage. Et en plus, ça c'est une analyse très personnelle et qui est complètement en dehors de mes compétences. Mais en plus, je pense que la consommation de masse est une sorte de drogue qui in fine, nous frustre en réalité et ne nous permet pas d'un certain épanouissement. Donc, si on arrive à passer à un autre monde, c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous individuellement parce que l'individualisme et la consommation de masse sont extrêmement frustrants et on le voit avec les problèmes psychologiques que nous avons, les burn-out, etc., etc. Cette course absolue à la performance, à la consommation est quelque chose d'absolument délétère. Il n'empêche qu'on est né dans ce monde, qu'on s'est habitué à ce monde et qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale. On l'a vu quand on est les gilets jaunes, c'est quoi si ce n'est ça, si ce n'est la difficulté à accepter de
se passer de sa voiture, en fait. Et je suis pas du tout en train de porter du jugement de valeur. C'est pas mon but. Je suis une consommatrice comme tout un chacun, et je me questionne tous les jours sur les modalités de mes consommations. Mais il n'empêche que, bah voilà, je suis moi aussi, je participe à ce système. Mais c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des défis qu'avait à relever l'Europe. J'avais envie d'en rajouter un troisième, c'est cette question sociale, c'est cette question de fragmentation politique en réalité, et de questionnement de nos démocraties. C'est quelque part un peu plié aux États-Unis. Et moi, ce qui m'inquiète le plus aux États-Unis, c'est l'arrivée de Trump au pouvoir et la vision qu'il a de cette démocratie ou de cette démocrature ou démocratie libérale. Mais surtout, ce que je trouve assez époustouflant, c'est l'absence de réaction. En fait, je me demande tous les jours où sont passés ces jeunes qui manifestaient pour la cause palestinienne, où sont passés tous ces gens éveillés qui, enfin, c'est quand même assez hallucinant ce qui est en train de se passer. Mais il faut voir que on n'est pas si loin de ça en Europe, en fait. Alors moi, je suis de très très près les séquences électorales à venir, parce que mon questionnement, c'est est-ce que Trump, ça va nous réveiller et donc nous ressouder, ou est-ce qu'au contraire, ça va convaincre certains que c'est lui qui a raison et que le bon modèle, c'est son modèle à lui? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Alors, il y a des élections à venir très prochainement. Hors d'Europe, il faudra suivre le Canada. Vous allez avoir la Pologne dans quelques semaines, etc., pour avoir un début de réponse à ça. Mais regardez l'élection allemande, par exemple, elle n'est pas rassurante du tout, parce que l'extrême droite, alors on n'a pas progressé, mais resté au niveau des sondages depuis 6 mois, c'est-à-dire à 20% en réalité. Donc, il n'y a pas eu de réaction contre l'ingérence de certains Américains, Musk et Vance, dans ces élections allemandes. Les gens sont restés aussi muets qu'aux États-Unis et ces jeunes qui manifestaient pour la cause palestinienne il y a quelques semaines encore. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre encore 3. C'est pas possible. Alors, une toute dernière question. Question courte, réponse courte. Est-ce que vous m'entendez mieux? Merci pour cette conférence qui était passionnante et très éclairante. Alors, on va terminer sur un sujet qui n'est pas particulièrement rigolo, mais je me disais dans quelle mesure la question migratoire, de l'immigration, de la montée, la poussée réactionnaire qu'on voit rentre dans votre pensée du capitalisme de la finitude, de la fermeture d'espaces géographiques. Comment est-ce que vous positionnez cela dans votre pensée, dans votre vision de l'avenir aussi? Merci beaucoup. Oui, circulation des biens, mais aussi des personnes. Est-ce que vous voulez répondre l'un puis l'autre? Et donc, très bref. Alors, moi, je vais faire très, très, très court, parce que ce n'est pas du tout mes sujets, mais par contre, ça m'interpelle et ça me fait beaucoup réfléchir. La remise en cause, en fait, des migrations aujourd'hui et les politiques extrêmement questionnantes et choquantes sur ces sujets, en tout cas pour ce qui me concerne, elles sont logiques dans tout ce qu'on vient d'expliquer. Par contre, on est face à un phénomène qu'on n'a pas abordé, c'est le vieillissement des populations. Et donc, à un moment donné, pour continuer, pour que l'économie continue à fonctionner, pour qu'on puisse aider les personnes vieillissantes, etc., il va falloir trouver de la main-d'œuvre. Et ça, ce n'est pas nouveau, et je ne suis pas la première à le dire, loin s'en faut. Mais la question que je me pose tous les jours, c'est est-ce que la bascule va se faire, ou est-ce qu'on va préférer le déclin et le vieillissement au retour de ces migrants, en fait, et de cette population étrangère qui peut être une population active? C'est un vrai sujet. Alors, je pense que ça risque de se jouer sur deux domaines. On va attirer les cerveaux et les gens très, 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 très qualifiés. Et puis, on va être plus regardant et plus strict sur les gens moins qualifiés. Pour autant, on aura besoin de gens aussi qui ramassent vos poubelles, qui aident les personnes âgées, voilà. Donc, c'est plus une question qu'une réponse. Arnaud Aurin, c'est vrai que quand vous parlez de cette deuxième période de capitalisme de la finitude, 1880-1945, c'est aussi une période là qui arrive après une immigration très importante et peut-être un peu aussi en réaction. Oui,
ceux que Vance et Trump appellent les globalistes, ils accusent les globalistes en fait de s'accommoder des mouvements migratoires. Et en fait, ils renvoient en fait le néolibéralisme à ces mouvements migratoires qu'ils jugent tout à fait compatibles en fait avec ce modèle dans lequel on a un grand marché et aussi un grand marché du travail, en fait, avec des gens qui vont migrer et qu'on va pouvoir employer à bas coût dans des conditions souvent indignes. Et finalement, leur logique à eux, c'est de coupler cette dimension souvent xénophobe avec l'idée selon laquelle il faut fermer les frontières économiques parce qu'on va refaire des emplois d'un autre type. En fait. Et du coup, ils essayent de faire fonctionner ce que Musk appelle les populistes, hein, c'est lui qui parle des populistes, faire fonctionner les populistes avec la tech et avec cette volonté en fait de re-rentrer dans un monde d'autarcie et donc de réindustrialiser l'Amérique. Donc, je répondrai à cette question autour des migrations. Dans un monde de capitalisme de la finitude, il est assez probable que finalement la tentation xénophobe et la tentation de fermer les frontières s'accommode en fait d'un discours, je ne sais pas s'il peut fonctionner, hein, mais s'accommode assez bien d'un discours autour des relocalisations et en fait de refaire une classe laborieuse occidentale blanche, du coup, hein, mais bien payée, bien traitée, etc., etc., mais seulement pour une catégorie de la population, hein, et certainement pas pour tous les travailleurs. Or, évidemment, les économies telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, elles ont besoin de tout un tas d'autres travailleurs. Un grand merci à tous les deux, Arnaud Aurin, Sylvie Matelli, et désolé pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions. On a été tenus par le temps. Merci en tout cas aussi de ces très bonnes questions. Et à Citéco de nous avoir accueillis ce soir pour ce débat. Merci à tous.